poursuivons la discussion. Donc, nous allons essayer de comprendre pourquoi nous avons une étrange radio avec des voix parfois étrangement allemandes ou hollandaises ou danoises. Et nous allons essayer de comprendre une radio qui est pas loin du lieu où j'habite. Je ne sais pas s'il aura pris de venir s'installer en province. Eux qui viennent de la capitale, je ne sais pas. Bon, reprenons le sujet. Travaillons sur l'histoire romaine. Montesquieu énonce ainsi la loi du déclin des peuples. Quand l'esprit général d'une nation est atteint, quand le principe du gouvernement se perd, le peuple nécessairement dégénère. Et les robots de Google. Bon, donc il est question de quelque chose comme le pot de vin. Antoine et le pot de vin. Marc et le pot de vin. La tentation d'Antoine. Alors, on ne sait pas s'il a succombé. Il faudra voir. Et si le vilain n'est pas celui qu'on croit, nous verrons bien. Nous verrons bien. Alors, nous allons essayer d'imager la chose, métaphoriquement, ce que ça donne. Alors, on a trouvé couler le Potemkin de Marc Joseph. Vous avez des... Alors, ça fait comme ça fait chez vous. Mais chez vous, ça fait pire. Ici, il y a du contenu. Voilà. Alors, j'ai pas fini. Attendez voir. Il faut rappeler quelque chose. En Espagne, j'ai déjà mentionné, il y a eu une tentative de coup d'État. Et Juan Carlos de Borbón, Juan Carlos, le roi de Bourbon, avait décidé d'acheter vous allez vous calmer, vous allez arrêter de faire de la désinformation, vous là, et essayer de faire une radio, je sais pas quoi. Vous allez vous taire. Et Nawal, Mon monsieur n'est pas content. Oui. Ben, c'est comme ça. Ben, évidemment, hein. Monsieur a bien raison. Il a bien raison. Il y en a marre, hein. Ça fait 7 ans, monsieur. Qui sont ces juifs qui se sont installés là-bas au centre Clémence? Qui c'est ce juif là-bas qui s'est installé pas loin de chez moi? Qui c'est? Allez, je vais répéter. Il s'agit de la gendarmerie et des pots de vin. Mettons le pied dans le plat, on a dit. Les gendarmes ont accepté des pots de vin. Et ils sont récupérés, c'est normal. Je bois un peu de thé. Ah oui, ah ben, vous m'empêchez d'introduire le sujet. Bon, je poursuis. Juan Carlos de Borbón. Juan Carlos, le roi d'Espagne. Dans ce qui nous a été raconté, a contacté. Tiens, elle revient, Solange Peter. Solange Peter, vous n'avez pas récupéré votre flux, là? Votre flux de la nébuleuse Orion? Répétons, reprenons. Donc, Juan Carlos a contacté des gendarmeries toute la nuit pour leur demander
de ne pas faire le coup d'État. En quelque sorte, il voulait leur dire de ne pas provoquer ce qu'ils pensaient pouvoir provoquer. Il faut rappeler qu'au Juan Carlos a été instruit en partie par Franco. Oui, qu'il a pris sous son aile. Donc pour l'Espagne, c'est un acte héroïque. Donc avec son fils, ils ont passé des coups de fil toute la nuit. Voilà comment ça s'est passé. Donc nous passons devant des gendarmeries. Nous sommes déjà passés devant des gendarmeries, très étrangement très calmes. Un silence de mort, plane, dans ces établissements où on ne peut pas forcément entrer. On entre, mais on est au téléphone, on est vite vilipendé. On n'a pas le temps d'ouvrir le bec, on est tous... il faut faire l'éloge de la folie. On n'a même pas le temps d'ouvrir le bec. Ils nous attaquent déjà, donc ils savent qu'on des appels, peut-être, je sais pas. Dans une gendarmerie, ils apprennent à se taire, à rester murés dans un silence. Bon, métaphoriquement, qu'est-ce que ça veut dire, cette radio? Que sont ces radios? Ce sont des radios, il faut rappeler qu'il y a la Grande Ariane, il y a Apollo, il y a le programme Caillot des Russes, il y a un programme spatial chinois. Et il faut savoir que elle revient sur le Spitzer. Il faut savoir que quand on dit par exemple le CNES, le Centre national d'études spatiales, oui, par exemple, il ne faut pas que des études spatiales. Évidemment, il faut optimiser leurs services. Ils font des études sur le comportement. C'est très étrange de le savoir. Des études sur, par exemple, comment on pourrait dire... Ah non, ils ne sont pas du renseignement, forcément. C'est pas forcément ça qu'on leur demande. Des études de géomètre, quelque chose. Des statistiques, on leur demande aussi. Des tendances. La Grande Ariane fait beaucoup de psychologie. Une manière, par exemple, sociologiquement, de provoquer un comportement, enfin de provoquer un comportement de masse, par exemple. C'est pareil pour Apollo, hein, c'est pareil pour les Russes et c'est pareil pour la Chine. Hein. La plus petite unité opérationnelle, une étude pour ramener un projet à la plus petite unité opérationnelle, je ne sais pas. Des questions, ils se posent beaucoup de questions. Des études pour faire quelque chose qu'on ne remarque pas. Donc je voulais... Donc avant, alors qu'est-ce que c'est qu'une radio? Donc couler le Potemkin. Voyons. On va lire le résumé. Inspiré par la disparition inexpliquée en mai 1968 du sous-marin nucléaire américain Scorpion, cet étonnant roman d'action conte l'aventure de deux submersibles et de leur équipage engagés dans le jeu dangereux du chat et de la souris. L'un américain, l'autre soviétique, qui conduira les deux superpuissances au bord d'une troisième guerre mondiale. Donc là, vous avez des espèces de fiantes qui veulent prendre le pouvoir sur ma voix. Donc on le fait figurer. Ce sont des gens qui veulent absolument gober ma voix.
Alors il y a forcément une banque là-dessous. Mais qu'est-ce que c'est qu'une banque? Pourquoi ça n'a pas soulevé à tollé hier, ce qui a été dit? C'est quand même de la mafia, ça. Vous vous rendez compte? Vous achetez un appartement, il faut le payer 5 fois. Ou 10 fois. C'est des pratiques mafieuses. Ça fait rien du tout, ces gens-là. Ah, donc vous savez pas si ça existe véritablement. Et alors vous avez une Solange Péter qui mène une vie de cadre dans une banque, tout va bien. Une vie économiquement, financièrement confortable, avec des pratiques très douteuses. Et tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Et elle est dans cette radio. Qu'est-ce que c'est que cette radio? Cette radio d'une plateforme. Donc, une radio, comment est financée une radio? Ils ont forcément des mécènes, des investisseurs. Les radios font aussi les mêmes études, je trouve. Les radios, les télés, je trouve, ramènent quelque chose. Ils animent une ville, par exemple. Ils font ça localement pour voir comment, socialement, ils pourraient amener la chose. Ces gens-là. Qu'est-ce qu'on a été déçus? On les a vus à Mulhouse. Vous voyez, Arte qui est venu, France 3. Arte avec l'Allemagne. Bien. Donc, il faut préciser qu'on essaie toujours de nous saboter. Donc, nous avons commencé la tentation de Saint-Antoine. Alors, je ne sais pas, ça prend une tournure, c'est très étrange. Bref. Alors, qui conduira les deux superpuissances au bord d'une troisième guerre mondiale. Le chasseur, un sous-marin nucléaire d'attaque américain, dont le chasseur opérateur de sonar possède une oreille infaillible et un don presque surnaturel pour sonder les profondeurs de l'océan. Le chassé, un sous-marin russe de la dernière génération, dont les performances extraordinaires sont dues à une coque d'une conception révolutionnaire qui lui permet de plonger à des profondeurs encore jamais atteintes. Oui. Alors, on est dans la métaphore, hein. C'est moi qui vous ai dit, hein, on va amener la chose métaphoriquement. C'est-à-dire, donc, on va mettre le pied dans le plat. Le caca, c'est le caca. Vous savez, c'est pas simple pour un... Vous avez un concept, et me faire descendre et traverser la barrière du caca. Beaucoup de choses qui s'est vu chez les Zéris, par exemple, qui s'est vu dans différents pays, et qui s'est vu au Maroc, qui s'est vu en Inde, qui s'est vu, évidemment, en Égypte. Il faut traverser le caca. Il faut aller au fond du panier et percer le fond du panier et sonder tout ça. Parce qu'une radio, ces radios-là, n'ont jamais été baignées dans le caca. Il faut une sonde. C'est des fois qu'ils trouveraient une pièce d'or. Alors, maintenant qu'on en parle, vous savez, c'est un petit sac. C'est un sac et un petit sac. Dans le petit sac, il y a une petite boîte. Et dans cette petite boîte, ils sont supposés ramener leur caca pour analyse. Bah oui, et ça se sait pas. Ils ne savent pas ce que c'est. Non, c'est dit comme ça. Alors, je vais vous l'expliquer à un moment donné, métaphoriquement, ce qu'on en pense. Durant les péripéties de cette poursuite mouvementée, un jeune marin se pose la question. Les informations que cherche à obtenir le chasseur sur le chassé
valent-elles le risque d'un échange de torpilles nucléaires? Ce n'est qu'au moment de l'ultime rencontre entre les deux bâtiments qu'il connaîtra enfin la tragique réponse. Travaillant sur l'histoire romaine, Montesquieu énonce ainsi la loi du déclin des peuples. Quand l'esprit général d'une nation est atteint, quand le principe du gouvernement se perd, le peuple nécessairement dégénère. Montesquieu parle donc par exemple de la civilisation romaine. Les Romains, quand les Romains arrivent, oui, ça construit beaucoup. Ça fait beaucoup de routes. On appelle ça les voies romaines, oui. Ça construit des ponts. Et nous savons qu'ils ont une technologie qui est plus avancée que la technologie de l'autochtone, comme on dit. Ça allait vite, hein, la construction des voies romaines. Oui, c'est ça. Donc, vous avez ça d'une part. D'autre part, quand vous avez les Juifs qui arrivent, au Moyen-Âge, il y a un afflux de capitaux qui arrivent. Mais ça ne se passe pas comme ça. Ensuite, il y a, soit, disons, un afflux de manuscrits. Mais ce sont des manuscrits qui sont recouverts de peau de truie. Ce dont je reviens, c'est affreux. Alors, on dit que ça donne un essor à la ville. Seulement, cet afflux de capitaux, c'est exactement les capitaux que... Parce que Louise, après Corona, eh bien, tous ces travaux. Mais cet afflux de capitaux de la part des Juifs, de quel argent parle-t-on? Alors c'est un investissement, mais ils attendent le retour. Alors hier, il a été question de multiplier la mise par 10. Ça ne s'appelle pas une mise, puisqu'en fait, cet argent n'est pas encore valorisé, disent-ils. Il n'y a pas de contre-valeur à cet argent-là. Mais nous avons lu dans les archives un étrange passage. Faudrait que je le retrouve. Oui, un étrange passage où il disait que quand les Juifs arrivaient dans cette ville, un étrange phénomène se produisait, des gens se jetaient sur eux et leur arrachaient leurs vêtements. Ils ne supportaient plus de voir ces vêtements-là. Ils ne supportaient plus, selon nous, d'être sollicités tout le temps, d'être racolés tout le temps. Il y avait des phénomènes comme ça, un ras-le-bol, mais alors général. Et après, quelque chose se produisait, effectivement. Et ils le savent, les Juifs. Bon, qu'est-ce que disait UHA? Oui, on a décidé de faire... de regarder cette histoire-là sans avoir recours à des anecdotes lacrymales. Bien, alors revenons, faudrait mettre le pied dans le plat. Ce que je voulais dire, disons qu'il y a deux sous-marins. Disons que deux sous-marins, ce sont deux radios. Deux grandes radios. Disons que derrière ces deux grandes radios, il y a
d'étranges équipages. Enfin, à chaque fois. Disons que leur charge, quand ils opèrent, a une charge nucléaire. Alors, des questions, je sais pas, d'une brigade, d'une tranche armée, renégats, enfin, je sais pas, des renégats, des rebelles, compagnie des mercenaires, encore, avec du matériel, peut-être volé. Ensuite, il faut rappeler ce qu'est Guantanamo. Alors, Guantanamo, bon, on nous présente, on nous dit que c'est une prison. Bon, c'est bien pratique, mais c'est aussi un laboratoire. Mais, en fait, on nous dit qu'il y a interception du courrier à la poste. Alors, il y a interception de beaucoup de choses à la poste. Et imaginons que tout ça est bien étiqueté, donc est mis dans une boîte, dans des boîtes d'archives, vous savez, bien étiqueté, et tout ça est placé dans une salle à Guantanamo, disons. Donc c'est répertorié, étiqueté, digitalisé, enfin, pas le contenu. Rien n'est ouvert. Cette chose-là est entreposée, et ils attendent. Mais qu'est-ce qu'ils attendraient ? Et disons que quand il y a une circonstance très particulière, une boîte ou deux ou trois ou 10 sont remises. Mais à qui ? À un magazine ? À un journal ? Non. À un magazine, par exemple ? Non, non. Curieusement, la carte n'est pas le territoire, un service qui n'est pas supposé faire ça, mais qui sait très bien le faire. Donc ce service ouvre la boîte d'archives, et ensuite ouvre. C'est classé, et puis tombe sur la transcription de conversations téléphoniques, d'une date précise à une heure précise. C'est une manière peut-être pour eux de dire, à la limite, on n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit, d'écrire quoi que ce soit, vous pensez ? On retrouvera tous les éléments. Vous imaginez ? Mais comment ils feraient ? Alors, bien sûr, l'hypothèse, l'événement s'est déjà produit, ils ne font que reprendre la même manœuvre, c'est-à-dire provoquer à nouveau le même événement. Évidemment, il y a, j'imagine, des détails un peu différents. Bon. Donc, il y a la loi du déclin des peuples. Alors, c'est une loi. Le déclin des peuples est prévu. Ah bon ? Donc, la loi du silence, on avait dit qu'il y a deux lois, à la limite, qu'on pourrait dire qu'elles sont tangibles, palpables. La loi du silence et la loi du copyright. Mais la loi du déclin des peuples, bon, remarquez, il y a bien des civilisations qui ont disparu, très subitement. Alors, une loi, c'est comme un événement, ça s'est déjà produit. il faut juste la répéter. Il ne faut que la répéter. Disons la première page. Donc, Marc-Joseph Coulet, le Potemkin. Il y a des personnes qui ont du mal à prononcer. Je vous assure, ce n'est pas de notre fait. 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 De notre fait.
Par sa rapidité, son autonomie, sa discrétion et sa puissance, le sous-marin nucléaire d'attaque, ESNA, constitue dorénavant l'une des composantes essentielles d'une marine majeure par sa capacité à participer à l'ensemble des missions dévolues à une force navale. Dissuader, renseigner, agir. So, to kill the Potemkin. Ça, c'est la traduction, le titre original. Il faut préciser quelque chose. Quand il y a l'ennemi sur un territoire, si vous avez des renseignements, je vous assure, c'est comme ça, oui. Vous savez que l'ennemi n'est pas loin. Ici, il est question de dire qu'ils ne sont pas loin, l'ennemi n'est pas loin. Un camp n'est pas loin de l'autre camp, mais très très près. Il y a une règle d'or, il faut toujours renseigner l'ennemi sur ce qu'il a besoin de savoir. C'est la règle d'or, oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'ennemi, s'il a un renseignement, il est du renseignement, ça ne s'appelle pas comme ça en réalité. S'il a un renseignement et qu'il est d'une force quelque chose, oui, il a, pour des questions très pratiques, des questions de survie ou des questions, il a l'obligation de le faire. Il attend. Est-ce que l'ennemi est du même niveau que lui? Il se jauge, c'est obligé. Est-ce que quelqu'un qui a le même niveau que lui va lui répondre? C'est extrêmement important. S'il donne un renseignement, il saura reconnaître un renseignement en retour. Évidemment, le renseignement n'est pas remis de cette manière-là, il n'est pas remis comme ça. Il s'agit d'un renseignement qui l'intéresse lui. Il s'agira, ça c'est déjà produit, oui, c'est vrai. Il s'agira ensuite pour l'ennemi de dire, j'ai bien entendu le renseignement, je vous donne un renseignement. Tata dit tata. Alors, hypothèse 0, le renseignement est du même acabit. Donc, faire la guerre en sachant qu'il y a un ennemi du même niveau, c'est vraiment faire la guerre. S'il n'y a pas de retour, hypothèse 1, il n'y a pas de retour, si l'information n'est pas du tout valable, là, c'est très embêtant. C'est très embêtant parce que vous avez si, c'est ça, c'est peut-être des renégats, des rebelles, la compagnie des mercenaires. Oui, parce que faire la guerre, il faut vraiment savoir quel est l'intérêt pour un camp, oui, de faire la guerre. Ce sont des... Alors, ils doivent respecter aussi les codes de la guerre. Mais si c'est pas respecté par le camp adverse, comment faire la guerre? Vous savez que les Traians attendaient beaucoup de rehausser le niveau de leur ennemi pour pouvoir faire la guerre. Et la force c'est pareil. Sinon ils ne feront pas la guerre. Parce que ça ne vaut pas le coup. Ça ne leur plaît pas du tout. Ensuite, il y aura tout un... Ils savent très bien qu'après, il y a une autre phase qui vient. Oui, enfin, ils n'avaient pas le même niveau que vous. Vous étiez largement en surnombre. Vous savez, il y a quelque chose qui se passe de cet ordre-là. Je ne sais pas pourquoi, c'est très important pour eux. Ça voulait dire que, finalement, ils n'étaient pas dans leur droit de faire la guerre. Selon une instance supérieure à la leur. Ah bah oui, évidemment. Qu'est-ce qui justifierait de faire la guerre? Bon, hypothèse 2. L'ennemi se tait. Mais alors longtemps. L'ennemi n'a rien à dire. Alors, on pourrait dire, c'est la meilleure stratégie possible. Moi, je dis pas. Moi, je trouve que c'est pas dénué d'intérêt, là, ce qu'il dit. Oui, mais si l'ennemi n'a rien à dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Alors, évidemment, donc,
l'adversaire qui a l'air d'avoir plus de renseignements, qui a l'air d'avoir plus des pratiques de guerre conventionnelles, va faire descendre un groupe et qui va essayer d'observer ce phénomène pour dire tiens, I-76, ouais, quelqu'un essaie d'intervenir, vous avez fait perdre le fil de mes idées. Je suis désolée parce que c'était ma manière de dire oui, donc de faire descendre un groupe d'observateurs pour voir ce qui est arrivé. Parce que nous, on sait très bien que quand ça arrive, ils essaient de voir pourquoi ces gens-là se taisent. Oui, voilà. Et c'est ça que je veux dire. Vous m'avez fait perdre le fil des idées pour me dire ça. Alors, I-76. Donc, c'est une information. Alors, c'est ça qui... Pour m'avoir fait perdre le fil des idées, il faut que ça... Franchement, il faut que ça soit quelque chose. Sinon... Donc, c'est une information, ça se tait. Il faut se taire. Bon. Mais le silence se prolonge et le silence est répété dans l'histoire. Ce silence est très étrange. C'est une stratégie. À la limite, c'est leur arme la plus féroce qui soit. Donc, ce silence, on l'a déjà vu chez les bouddhistes, ça a été longuement travaillé, chez les Russes aussi, dans les milieux mafieux aussi. Oui, il s'agit plutôt de guerre des clans, enfin c'est plutôt de conflits entre des clans, des gangs. Ça en lien avec plutôt leurs intérêts financiers. Oui, et donc... Mais, ce que je voulais dire, quand vous avez dit quelque chose comme ça, c'était vraiment intéressant parce qu'on pouvait savoir à un moment donné qu'on ne pouvait pas dire les choses de cette façon-là si on dit les choses de cette façon-là. Qu'est-ce que c'est que cette façon de parler? Oui, alors voilà, dans les sous-marins nucléaires, il faut savoir que, alors, quand ils sont en... Les immersibles, bon, quand ils sont complètement immergés par les eaux, c'est-à-dire indétectables, donc il se tait, le sous-marin se tait, c'est-à-dire comment ils appellent ça, le bâtiment, ce bâtiment se tait. C'est ça. Ça se tait. Les mouvements ne sont pas détectables. Mais qu'est-ce que vous voulez dire qu'ils envoient oui, ils envoient en fait un groupe d'observateurs pour savoir si oui, en fait ils essayent de savoir à quoi ils ressemblent, ces gens-là, malgré tout. Et en fait, ils répètent en miroir ce qu'ils font. Ils voient ce que ça donne et donc ils arrivent à déduire ce que c'est. Et qui sont les opposants. C'est dommage, j'avais perdu le fil de ces idées. Punaise. Oui, alors, donc ça c'est vraiment important de savoir ces choses-là. Je disais que les Black Force et les Trions, oui, attendent que l'ennemi arrive. Alors, que l'ennemi soit capable d'être ennemi. Seulement, il y a beaucoup d'indices, d'indicateurs qui donnent à penser qu'ils sont ennemis. Mais plus qui donnent à penser qu'ils agissent en ennemis. Vous comprenez? Oui, il y a eu des pertes humaines, des pertes dans un premier temps, on se tait, pertes humaines. Il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'irrespect, de destruction des valeurs prônées par la nation, par exemple.
ces phénomènes de désinformation. Bon, voilà. Lisons alors la première page. Il faut lire encore la préface apparemment. Cet ouvrage, justement consacré aux activités opérationnelles de ce type de navire, retient à plus d'un titre l'intérêt. Il nous rappelle, si besoin est, que beaucoup de choses aujourd'hui, et des plus importantes pour notre avenir, se passent en mer et sous la mer. Chacun sait que l'océan est devenu le réceptacle de la dissuasion. Singulièrement, pour nous qui n'avons plus d'alternative en matière de défense, et sans doute n'est-il pas excessif d'affirmer que depuis quelques 40 ans, la paix nous est en Europe venue de la mer. Tout permet de penser que cette situation est appelée à durer. À cet égard, l'apparente facilité avec laquelle les sous-marins mis en scène se renseignent sur leur environnement proche ou lointain et l'aisance de comportement qu'en toutes circonstances leur prête l'auteur ne doivent pas faire oublier au lecteur le caractère résolument opaque que conserve le milieu marin vis-à-vis de tout observateur extérieur, grâce à quoi la paix continuera à venir de la mer. Mais ce qui est vrai en Europe, où la dissuasion est gage de stabilité, ne l'est que rarement ailleurs. Et l'auteur nous rappelle opportunément qu'ailleurs, ce peut être le domaine de la crise. C'est ça, oui, tout à fait. L'océan amiral Boussan qui parle. Nous sommes partis de la mer, sanctuaire de la dissuasion, et nous y revenons comme lieu privilégié de l'action. Voilà. Donc, dédicace à mon père. La guerre est un jeu, Clausewitz. Toute guerre est tromperie. Sun Tzu. Prologue. Le 27 mai 1968, l'USS Scorpion, sous-marin nucléaire avec un équipage de 99 hommes, était attendu pour 13 heures à son port d'attache de Norfolk au terme d'une patrouille de 3 mois. Les familles des membres de l'équipage étaient venues accueillir les leurs sur le quai d'accostage. Vers 15 heures, un officier des relations publiques de l'US Navy vint annoncer que le bâtiment était en retard, mais il n'avait pas envoyé de message pour demander un poste d'amarrage et un remorqueur. Je précise quelque chose. Alors moi, le sous-marin, je ne peux pas trop en parler. Je ne suis jamais monté dans un sous-marin. Qui peut dire qu'il est monté dans un sous-marin? C'est pas simple. Mais on est monté dans des maquettes, peut-être, dans quelque chose qui ressemble, dans des musées, enfin des choses comme ça. C'est une sorte de manière de dire, tiens, regardez, c'est comme ça d'être dans un sous-marin. Mais par contre, il y a dans les moyens de transport, donc tout le monde a pris l'avion, évidemment, mais tout le monde a pris le train. Mais par contre, avant de prendre le train, ces dernières années, oui, il n'y a pas si longtemps, j'allais très fréquemment à la gare. C'était pour moi une évidence d'aller à la gare. C'est là-bas que je prenais des notes, par exemple, que j'écrivais. J'appelle ça moi aussi, j'appelle ça bosser, mais pour eux, ça ne s'appelle pas bosser. Parce que, vous savez, on n'est pas dans une entreprise, vous ne bossez pas, vous n'êtes rien du tout. Et donc, j'observais beaucoup de choses. Mais j'étais pas en observation, c'est pas ça que je faisais. Justement pas. Et alors, si je faisais mes propres statistiques, je me disais, tiens, c'est marrant, il y a beaucoup de retard. Il y a beaucoup de trains en retard. Je dis, tiens, c'est marrant, la gare est plutôt vide. Je dis, tiens, c'est marrant, c'est pas la même ambiance qu'avant. Pourtant, je prenais essentiellement le train, moi. J'ai pris le train, à la limite. Je connais très bien le train. Les gares, je connais très bien. Je sais très bien ce que c'est qu'une gare. Je sais très bien ce que c'est que la gare de Mulhouse.